Un acteur porno raciste qui décide de combattre les Yakuza. Je crois que c'est l'intro la plus folle que j'ai fait de toutes mes vidéos. Alors déjà, calmez-vous et laissez-moi vous expliquer l'histoire de Mitsuya Maeno. Mitsuya naît au Japon en 1947, juste après la Seconde Guerre mondiale, et j'ai l'impression que toutes les histoires folles du Japon se passent après la Seconde Guerre mondiale. Je deviens dingue. Pendant son enfance, Mitsuya grandit dans une famille basique et vit une vie plutôt banale. En plus, à l'école, tout se passe bien, il est plutôt bon élève, à tel point qu'il arrive à rejoindre pour ses 20 ans l'Université des Beaux-Arts de Californie. C'est d'autant plus fort qu'à cette époque, il n'y a pas tous les programmes d'échange qu'on connaît aujourd'hui, et que les seuls élèves qui avaient le droit à la bourse pour aller étudier à l'étranger, c'était ceux qui gagnaient des examens nationaux et qui finissaient premiers. Mitsuya prend donc son avion direction les États-Unis pour étudier l'art dramatique, qui n'est pas du tout ce à quoi vous pensez, puisque c'est un mot très joli juste pour simplement dire théâtre. Il fait du théâtre, c'est tout ce qu'il fait. Grâce à ça, il rencontre plein de gens, dont sa petite copine, avec qui il va se marier. Sauf que l'amour va pas durer très longtemps, parce que quelques semaines plus tard à peine, il décide de divorcer. En fait, la rupture a eu lieu parce que Mitsuya commence à beaucoup trop lire des œuvres de philosophie d'extrême droite, notamment de l'écrivain Yukio Mishima, qui est le fils d'un père nazi. Ouais, ça change le point de lecture. Hein. Il devient ultra nationaliste, c'est-à-dire qu'il déteste les étrangers au Japon en considérant que leur influence est néfaste pour son pays. Giga CSC quand on sait qu'actuellement, c'est un japonais qui étudie aux États-Unis. Qu'est-ce que c'est que ce culot? Pendant le reste de ses études, Mitsuya va trouver une nouvelle petite copine avec qui il va se marier une nouvelle fois et avec qui il va aussi divorcer directement après, une fois qu'elle s'est rendue compte que c'était un facho. C'est le divorce de trop pour Mitsuya qui malheureusement va finir en dépression. Il est beaucoup moins doué en amour qu'à l'école et avec tous ces événements plus la pression des études, Mitsuya tourne dans un cercle vicieux et finit par faire une tentative de suicide. Il est pas mort du coup, qu'il a raté vu que c'est une tentative. Après être passé à 2 doigts de la mort, il a une révélation, continue ses études et trouve une passion dans le pilotage d'avion. Ce qui n'a rien à voir avec l'art dramatique. Petit bond dans le temps, on est maintenant en 1971, Mitsuya a désormais 24 ans et il est pilote d'avion amateur. Ce qui veut dire qu'il sait piloter des avions mais attention quand même. Il travaille aussi à la suite de ses cours de théâtre dans le cinéma. Pornographique. Alors pourquoi le porno alors que c'est très mal vu dans la société? Tout simplement parce que Mitsuya n'arrivait pas à passer les castings de films traditionnels, alors qu'à son premier casting de film érotique, il a été pris direct. Et vous allez voir dans la suite de l'histoire qu'il a pas des grosses couilles pour faire joli. Après quelques mois dans l'industrie, Mitsuya se débrouille plutôt bien, à tel point qu'il peut négocier les scénarios avec ses directeurs et choisir avec qui il va tourner les scènes. Un soir, Mitsuya profite de ses avantages et va dans le bureau de son directeur pour proposer un nouveau scénario. Et là, accrochez-vous bien parce que c'est à ce moment précis que tout part en couille dans l'histoire. L'idée est de profiter des compétences d'aviation de Mitsuya pour faire un film où il serait en train de piloter un avion à des centaines de mètres d'altitude tout en faisant des scènes érotiques. Le tout serait filmé par un caméraman qui sera à la fenêtre d'un autre avion piloté par un autre pilote qui devra voler assez proche de lui pour pouvoir le filmer, tout en faisant attention aux trajectoires de Mitsuya qui sera occupé à Ken. Le directeur est pas totalement convaincu à l'idée de mettre en danger la vie de 2 personnes pour un simple film érotique. Et bien sûr que si, allez hop, c'est les États-Unis d'Amérique les gars. En 2-3 coups de fil, le directeur il est tellement emballé par le projet qu'il prend tous les pilotes, toutes les actrices et très rapidement tout le monde est prêt pour tourner la scène la plus folle de l'histoire de la pornographie japonaise, une scène à 800 mètres d'altitude. Les États-Unis d'Amérique les gars, je sais même pas quoi vous dire de plus. Heureusement, malgré quelques frayeurs quand même, tout se passe bien, le film sort et c'est un carton absolu. Apparemment, la cassette s'est très bien vendue aux États-Unis, ce qui permet à Mitsuya de mettre un peu d'argent de côté et surtout de se faire un nom dans l'industrie. À côté de ça, il finit ses études, devient diplômé des Beaux-Arts de Californie et décide de retourner au Japon pour conquérir un tout nouveau public avec ses scénarios et pourquoi pas devenir un vrai acteur de cinéma. Sauf qu'en revenant au Japon, Mitsuya il va péter un plomb. Je vous l'ai déjà dit, mais en 71, le Japon, il est encore le pays le plus endetté du monde. Il a beaucoup de mal à se remettre de la Seconde Guerre mondiale. Sauf que Mitsuya, lui, il revient des États-Unis, où tout est beaucoup plus beau. Et ça lui plaît pas du tout. Il déteste la tournure qu'a pris le Japon depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et juge que la culture européenne et américaine est en train d'empiéter sur la culture japonaise qu'il considère supérieure. Il va aller dans une telle folie que Mitsuya va décider de créer une milice civile secrète pour essayer de renverser le pouvoir japonais de l'époque. Bon, Mitsuya va rapidement se rendre compte que dans son délire, il est à peu près tout seul. 30 000 adhérents. Est-ce que c'est bon pour... Grâce à sa milice secrète, qui l'est plus trop du coup, il commence à se faire un nom et finit par être invité dans des soirées clandestines renommées à l'hôtel Okura de Tokyo. La soirée regroupe les hommes les plus puissants du pays en partant des yakuza les plus puissants, des plus grands patrons de boîtes japonaises ou même de certains politiques. Mais parmi tous les différents criminels qui sont présents, il y en a un qui est la star de la soirée, Yoshio Kodama. Pour vous faire un rapide résumé du type, c'est le big boss de l'ultranationalisme. Ça fait des dizaines d'années qu'il est là, il est craint par tout l'État japonais et c'est lui qui est à la base de la résurgence des Yakuza au Japon.
En gros, pour vous faire un schéma, d'un côté, on a l'ultranationalisme avec plein de petits groupes de 10 000 à 30 000 personnes, comme celui de Mitsuya, et de l'autre côté, tous les groupes de yakuza ou gangsters du pays. Et bah tout en haut de ces deux branches, il y a un seul et unique patron qui réunit tout, Yoshio Kodama. C'est à la fois le chef suprême de tous les gangs du pays et à la fois le chef suprême du mouvement ultranationalisme. Autant vous dire que le gars, il est ultra puissant. Mitsuya, qui n'a aucune relation politique, admire énormément Kodama, qui lui est un pied partout, à tel point qu'il va obliger toute sa milice secrète à l'idolâtrer. C'est un délire. Plus le temps passe et plus l'ultranationalisme s'agrandit, surtout grâce à Kodama, qui fait profiter le mouvement de toutes ses relations politiques, et ça va durer comme ça pendant plusieurs années. Et bam, bouleversement total, 5 ans plus tard, en 1976, l'affaire Lockheed, plutôt connue si vous demandez à vos parents, éclate et scandalise le Japon. Pour résumer l'affaire, ça parle de pot de vin avec l'entreprise d'aviation américaine Lockheed et des politiques japonais. Vu qu'à ce moment, le Japon a une dette de 1 milliard de dollars envers les États-Unis et que l'entreprise Lockheed a du mal à vendre ses avions, il contacte Yoshio Kodama et certains politiques japonais, dont le Premier ministre, et leur propose 10 millions de dollars s'ils arrivent à changer tous les avions civils japonais par des avions Lockheed. Sauf que problème, Lockheed c'est l'entreprise américaine qui a construit des avions pour tuer les Japonais durant la guerre. Alors forcément, le peuple il est pas très content de revoir la marque d'avion dans le pays. Peu de temps après, le pot de vin se fait savoir et évidemment tout le monde tombe sur les deux grands responsables de tout ce foutoir, Yoshio Kodama et le Premier ministre de l'époque. Mais si tout le monde leur en veut pour avoir acheté des avions qui ont tué des millions de Japonais, Mitsuya rentre dans une colère démesurée pour avoir acheté des avions qui sont américain. Je crois qu'il a pas le sens des priorités, le ref. Et je vous rappelle qu'il est ultranationaliste japonais, et pour lui, c'est hors de question d'accepter des avions qui sont pas japonais. Il est complètement détruit par ce que vient de faire celui qui l'idolâtrait, et considère son acte comme une trahison inacceptable de l'ultranationalisme japonais. Ça va loin, hein. Dans l'affaire, le Premier ministre a été rapidement radié par le peuple, mais Yoshio Kodama, ça a été beaucoup plus lent pour la simple et bonne raison que ça reste l'un des parrains les plus puissants des Yakuza. Du coup, personne osait trop parler sur lui par peur d'avoir des représailles, personne sauf une, Mitsuya Maeno. Comme il n'y a rien qui va dans cette histoire, Mitsuya décide pas de faire une milice anti-Kodama ou je sais pas quoi. Non, lui, il a un plan. Crash un avion dans le plus gros QG des Yakuza du pays. QG où loge du coup Kodama. Quelle idée de merde! Pour préparer son attaque, il va contacter un autre pilote et un caméraman en leur disant qu'il va faire la suite de son plus grand film porno. Le fameux film où il a Ken en pilotant un avion en même temps. Ça fonctionne, l'idée est plutôt bonne d'après les réalisateurs. Et le 23 mars 1976, Mitsuya, un autre pilote et le caméraman sont fin prêts pour tourner le deuxième opus de son plus grand film porno. J'ai l'impression de parler de Star Wars. Sauf qu'il y a un truc qui saute aux yeux du caméraman quand ils arrivent, il n'y a pas d'actrice. Pas de souci, Mitsuya explique très calmement qu'en fait il veut faire des essais dans les airs avant de passer à la scène directement pour essayer de minimiser les risques. Après quelques dizaines de minutes à voler, Mitsuya, qui avait prévu de voler au-dessus du QG principal des Yakuza, pique son avion vers le sol et s'écrase sur la maison. Alors disclaimer, c'est pas marrant, hein, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais c'est tellement con sans déconner, genre on dirait un cartoon. Attendez juste d'entendre ce que je vais vous dire. L'impact de l'avion détruit évidemment la maison, mais ne tue aucun Yakuza. Pour vous dire, l'explosion n'effleure même pas Kodama qui était la cible principale, tout simplement parce que le bâtiment était super grand et qu'il était à l'autre bout au moment du crash. Du coup, de son point de vue, il a juste entendu un avion qui s'est crash à l'autre bout du bâtiment et il est tranquillement sorti à l'arrière du bâtiment. C'est tout. Au final, il n'y a que 2 domestiques qui ont été un peu blessés, mais la seule personne à être morte dans l'attentat, c'est Mitsuya lui-même. Donc voilà, c'est pas cool parce qu'il y a quand même quelqu'un qui est mort. Et d'un autre côté, c'est quand même le plus gros fail que j'ai jamais vu de ma vie. Il a entraîné personne dans sa connerie en soi, franchement, cool. Pendant plusieurs jours, les gens vont crier à l'acte complotiste et l'État va affirmer l'hypothèse pour faire peur à Kodama et le forcer à sortir de sa cachette. Et du coup, finalement, le crash de Mitsuya, ça a un peu accéléré les choses pour Kodama. Par peur de mourir en se disant que c'est l'État qui a foutu tout ce bordel, il finit par se rendre et sera jugé en 1977. Une fois emprisonné, c'est que bien plus tard que l'État avouera qu'en réalité, l'attentat a été réalisé par un homme, acteur porno, qui n'avait rien à voir avec l'affaire Lockheed, Mitsuya Maeno. Bon, même si finalement Mitsuya il a tué personne au cours de sa vie, l'ultranationalisme c'est quelque chose de très grave dans l'histoire, ça a été utilisé par des régimes autoritaires, donc clairement c'était pas une bonne personne. Il a pas agi en héros ou en martyr, ce qu'il a fait c'était un attentat, et je vais pas vous mentir, j'ai pas pleuré sa mort. Petit fun fact, il y a l'historien David Bolton qui a beaucoup travaillé sur l'affaire Lockheed, qui dit que la tentative de meurtre d'un des plus grands yakuza par un acteur porno à cause d'un pot de vin d'une entreprise d'avions de guerre qui tombe en faillite montre l'obscénité de l'affaire. Et c'est vrai que d'un point de vue extérieur, quel bordel putain,